La pluie s'abattait comme un verdict divin sur les allées du parc des Buttes-Chaumont, transformant les pavés en miroirs brisés où se reflétait la misère d'un enfant abandonné. Romain, 12 ans, se recroquevillait sous un banc métallique rouillé. Ses doigts crispés sur un livre d'images écorné ou le seul vestige d'une vie qui n'était plus la sienne. « Tu n'es pas mon fils » avait craché son père, les veines du cou gonflées de rage, avant de claquer la porte d'un appartement haussmannien du Marais, laissant derrière lui un silence plus assourdissant que n'importe quel cri. Les gouttes froides s'infiltraient sous son pull trop grand, trempant sa peau pâle jusqu'aux os. Mais Romain ne pleurait pas. Pas encore. Il avait appris, ces derniers mois, à ravaler ses larmes comme on avale un poison amer, d'abord les regards fuyants de sa mère, puis les murmures des voisins après l'avoir surpris avec ce garçon de l'école. Un simple baiser volé dans la cour de récréation. Pervers, avait sifflé son oncle lors du dîner de Pâques. Et la famille avait hoché la tête en unisson, comme un chœur de fantômes. Ce soir-là, sous la tempête, Romain n'était plus qu'un paquet de chair et de honte, jeté aux ordures de Paris comme un déchet indésirable. Soudain, un pas hésitant crissa sur le gravier détrempé. Une ombre s'allongea. Élégante et incongrue dans ce décor de désolation, un homme d'une quarantaine d'années. Parapluie noir à la main. Costume sur mesure trempé aux épaules. Thomas de Beaumont. Héritier d'une fortune forgée dans les vignobles bordelais et les galeries d'art de la rive gauche. S'arrêta net. Ses yeux bleus, habitués au vernissage et au dîner en ville, se posèrent sur l'enfant comme un phare sur une épave. « Petit, qu'est-ce que tu fais là » murmura-t-il. Sa voix grave et chaude perçant le rideau de pluie. Un accent du sud qui roulait comme du vin rouge. Romain leva la tête, ses lèvres tremblantes. Il ne répondit pas tout de suite, les mots étaient trop lourds, trop sales pour être prononcés. Au lieu de cela, il serra son livre plus fort, un recueil d'histoires de chevaliers et de dragons qu'il avait dérobé à la bibliothèque municipale. Thomas s'accroupit, ignorant la boue qui salissait ses chaussures italiennes, et posa une main gantée sur l'épaule frêle de l'enfant. « Viens » dit-il simplement, sans pitié feinte ni question pressante. C'était un geste d'évidence, comme si le destin avait écrit ce moment dans les étoiles pluvieuses de Paris. Ils marchèrent en silence jusqu'à la voiture de Thomas. Une berline discrète garée près de l'entrée du parc. Romain glissa sur le cuir souple du siège passager. L'odeur de cuir neuf et de tabac froid l'enveloppant comme un cocon. Thomas alluma le chauffage. Et pour la première fois depuis des heures, Romain sentit une chaleur autre que celle de la fièvre naissante. « Je m'appelle Thomas » dit l'homme en démarrant le moteur. « Et toi » Romain hésita. Puis murmura, « Romain ». Un nom qui sonnait comme une prière oubliée. La nuit les avala dans les artères illuminées de la capitale. Thomas habitait un hôtel particulier du 7e arrondissement. Un bastion de pierre blonde face à la Seine, où les domestiques discrets veillaient comme des ombres bienveillantes. Il installa Romain dans une chambre d'amis aux murs tapissés de soie ivoire, avec un lit à baldaquin qui semblait sorti d'un conte de fées. « Prends un bain chaud » ordonna Thomas avec une douceur autoritaire. « Et demain, on parlera. » Romain obéit, l'eau fumante effaçant les traces de la rue sur sa peau, mais pas celles gravées dans son cœur. Au matin, autour d'un petit déjeuner composé de croissants tièdes et de confitures d'abricots maison, Thomas écouta l'histoire de Romain sans interruption. Les mots jaillirent enfin. Torrent de douleur et de rage contenue, les moqueries à l'école. La découverte de son père dans son journal intime. L'expulsion brutale sous les yeux indifférents de sa mère. Thomas, dont les propres cicatrices, un mariage raté. Un coming out tardif dans les cercles guindés de la haute bourgeoisie résonnait en écho. Posa sa tasse de café et dit, « Tu restes ici. Je m'occuperai de tout. » Ce n'était pas une promesse, c'était un serment.
Les jours se muèrent en semaines. Puis en mois. Thomas engagea les meilleurs avocats pour entamer une procédure d'adoption. Contournant les bureaucraties françaises avec l'habileté d'un homme habitué à plier le monde à sa volonté. Romain découvrit un univers nouveau, des leçons particulières avec un professeur d'art qui lui apprit à peindre les tourbillons de ses émotions sur toile. Des promenades le long de la Seine où Thomas lui racontait des anecdotes sur les impressionnistes. Et des soirées au coin du feu où il partageait des silences complices. Pour la première fois, Romain se sentit vu. Non comme une anomalie, mais comme une œuvre en devenir. Pourtant, sous cette idylle naissante, des ombres planaient. Thomas, veuf depuis 5 ans, portait le deuil d'un amour hétéro imposé par sa famille. Un mariage blanc qui avait masqué sa vraie nature. Il avait fui Bordeaux pour Paris, bâtissant un empire dans l'immobilier de luxe. Mais la solitude le rongeait comme un acide lent. Adopter Romain n'était pas un caprice philanthropique, c'était une ancre. Un moyen de réparer ce qu'il avait brisé en lui-même. Et Romain, avec ses yeux verts inquisiteurs et son rire timide qui illuminait les salons cossus, éveillait en lui des sentiments qu'il n'osait nommer. Un soir d'automne, alors que les feuilles jaunies tourbillonnaient dans le jardin intérieur, Romain, âgé de 13 ans désormais, surprit Thomas en train de fixer un portrait ancien, celui de son défunt époux. Un homme aux traits sévères. Il ne t'aimait pas vraiment. N'est-ce pas? Demanda l'enfant. Sa voix fluette coupant le silence comme une lame. Thomas sursauta. Puis rit doucement. Un rire teinté d'amertume. Non. Petit. Mais toi. Tu m'aimes? Les mots échappèrent avant qu'il ne puisse les retenir. Romain rougit. Ses joues s'empourprant sous la lumière tamisée de la lampe. Oui. Murmura-t-il. Et dans ce aveu innocent, une graine fut plantée. Les années passèrent comme les saisons parisiennes. Fluides et imprévisibles. Romain grandit en un jeune homme élancé. Aux épaules larges sculptées par les cours d'escrime que Thomas lui avait imposées pour forger le caractère. À 16 ans, il excellait au lycée Henri IV, dévorant Baudelaire et Rimbaud avec une ferveur qui faisait rougir ses professeurs. Thomas, toujours à ses côtés, l'emmenait aux opéras de l'Opéra Garnier, où les voix suraiguës des castrats semblaient murmurer leurs secrets inavoués. Leur lien, filial en surface, se teinta d'une intimité plus profonde, des regards prolongés lors des dîners. Des mains qui s'attardaient sur un bras. Des nuits où Romain s'endormait la tête sur l'épaule de Thomas, écoutant les battements réguliers de son cœur. Mais Paris, ville des amours croisés, n'était pas un cocon éternel. À 18 ans, Romain rencontra Alexandre lors d'une exposition au Louvre. Alexandre, étudiant en architecture aux Beaux-Arts, était un tourbillon de charisme, cheveux noirs en bataille, sourire carnassier, et une liberté sexuelle assumée qui contrastait avec la réserve de Thomas. Ils s'embrassèrent pour la première fois sous la pyramide inversée. Les reflets du verre capturant leur passion naissante comme un piège de lumière. Romain rentra chez Thomas ce soir-là les lèvres gonflées, le cœur en feu. « Qui est-ce » demanda Thomas d'une voix neutre. Mais ses yeux trahissaient la tempête. « Un ami » mentit Romain. Et ce fut le premier mensonge d'une longue série. Alexandre devint son ombre. Ses nuits volées. Ses confessions chuchotées dans des lofts bohèmes de Montmartre. Thomas feignit l'indifférence. Se jetant dans ses affaires, un projet immobilier à Neuilly qui l'absorbait corps et âme. Pourtant, chaque retour de Romain, imprégné d'un parfum étranger, était une lame dans sa chair. Il se rappelait ses propres jeunes années. Les amants éphémères avant son mariage forcé. Et se haïssait de jalousie. Le conflit éclata un soir de printemps, lors d'un dîner arrosé de champagne millésimé. Romain, ivre de liberté et de vin, avoua tout, j'aime Alexandre. Il me comprend. Thomas.
Il ne me voit pas comme un gamin à protéger. Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang calme. Thomas blêmit. Son verre se brisant dans sa main. Du sang perla. Rouge vif sur la nappe blanche. Mais il ne le sentit pas. Et moi, murmura-t-il. La voix brisée. Qu'est-ce que je suis pour toi? Romain? Un père? Un bienfaiteur? Ou? Il ne finit pas la phrase. Mais ses yeux, voilés de larmes contenues, hurlaient la vérité. Romain se figea. Le poids de ses années le rattrapant comme une vague. Il se souvint des nuits où Thomas l'avait bordé. Des voyages en Provence où il cueillait des lavandes sous un soleil impitoyable. Des confidences sur le coming out de Thomas à 30 ans. Face à un père vigneron qui l'avait renié. Tu es tout. Balbutia Romain. Mais il était trop tard. La porte claqua derrière lui cette nuit-là. Et Alexandre l'accueillit dans son petit appartement. Un refuge précaire aux murs nus. Les mois suivants furent un tourbillon de passion et de doute. Alexandre était un amant vorace. Ses étreintes fiévreuses et possessives. Mais ses mots étaient légers. Éphémères comme la fumée de ses cigarettes roulées. Romain. Hanté par l'absence de Thomas. Sombra dans une mélancolie qui le rendait distant. Thomas. De son côté. Se murait dans le silence. Refusant les appels. Assistant seul au gala où autrefois ils brillaient ensemble. Il engagea un détective privé. Non par paranoïa. Mais par un besoin viscéral de savoir, Alexandre avait une dette de jeu. Un passé de mensonges. Et un amant occasionnel qu'il cachait dans l'ombre. La trahison frappa comme un éclair lors d'une soirée pluvieuse à Pigalle. Romain surprit Alexandre dans les bras d'un autre. Un danseur aux hanches souples. Dans une backroom enfumée d'un club underground. Le monde s'effondra en un instant, cris étouffés. Verres renversés. Et Romain fuyant dans la nuit. Le cœur lacéré. C'est pas le porter instinctivement vers les buttes de Chaumont. Ce parc maudit et sacré où tout avait commencé. Assis sur le même banc. Sous la même pluie implacable. Il sanglota enfin. Libérant les torrents qu'il avait retenus depuis l'enfance. Thomas le trouva là. Comme par miracle ou par un appel anonyme du détective. Il s'agenouilla dans la boue. Prenant Romain dans ses bras sans un mot. Pardonne-moi. Murmura l'enfant devenu homme. Ses larmes se mêlant à l'eau du ciel. Thomas secoua la tête. Ses doigts caressant les cheveux mouillés de Romain. C'est moi qui dois demander pardon. J'ai eu peur. Peur de t'aimer comme un homme aime un homme. Pas comme un père. Les mots, longtemps tu, libérèrent une digue. Leurs lèvres se frôlèrent. Hésitantes d'abord. Puis affamées. Un baiser salé de pluie et de regret. Scellant un amour qui avait germé dans l'ombre des années. Pourtant, le chemin vers la guérison fut pavé d'épines. La société parisienne. Avec ses ragots feutrés et ses jugements voilés. Murmura sur le duo improbable, l'héritier quinquagénaire et son protégé adopté. Désormais amant. Les avocats de la famille de Thomas menacèrent un scandale. Évoquant une adoption frauduleuse. Romain. Marqué par la trahison d'Alexandre. Doutait de lui-même. Se demandant si son cœur n'était pas irrémédiablement brisé. Et Thomas. Confronté à ses propres démons, la culpabilité d'avoir attendu si longtemps vacillait entre passion et renoncement. Le climax survint lors d'un gala au musée d'Orsay. Sous les regards curieux des élites. Alexandre. Ivre de vengeance et de jalousie. Surgit de la foule. Accusant Thomas de manipulation, tu l'as acheté. Ce gamin. Un jouet pour tes vieux fantasmes. Les murmures s'amplifièrent. Flash des photographes crépitant comme des coups de feu. Romain. Le visage blême. Sentit la nausée monter. Mais Thomas. Droit comme un i.
prit la main de Romain et déclara d'une voix claire. Résonnant dans la salle aux horloges immenses, Romain n'est pas un achat. Il est ma vie. Et si le monde ne peut l'accepter, qu'il aille au diable. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis des applaudissements sporadiques éclatèrent. Menés par une vieille comtesse alliée de Thomas. Alexandre, démasqué, s'effondra en excuses larmoyantes. Mais Romain l'ignora. Son regard rivé à Thomas. Ils quittèrent le gars la main dans la main. La scène scintillant sous les ponts comme un ruban d'argent. Et pour la première fois, Romain se sentit libre. Les saisons tournèrent encore. Et leur amour s'épanouit en un jardin secret. Romain, diplômé des Beaux-Arts, exposa ses toiles ou des portraits de Thomas baignés de lumière provençale dans une galerie de Saint-Germain. Thomas, apaisé, légua une partie de sa fortune à des associations pour jeunes LGBTQ+ abandonnés, transformant sa douleur en phare pour d'autres. Ils adoptèrent un chien errant trouvé près des buttes Chaumont, un bâtard joyeux nommé Espoir, et passèrent des étés dans une villa près d'Aise, où les vagues méditerranéennes chantaient leurs secrets. Un soir d'hiver, des années plus tard, assis sur le balcon de leur hôtel particulier, enveloppé dans une couverture de laine, Romain posa sa tête sur l'épaule de Thomas. Et si tout avait été différent? Si tu ne m'avais pas trouvé ce jour-là, murmura-t-il. Thomas sourit. Ses rides creusées par le temps comme des cartes au trésor. Alors le monde aurait été plus pauvre. Mais regarde-nous, des survivants. Des amants? Des âmes entrelacées. C'est notre histoire. Romain. Et elle est belle. La pluie fine recommença à tomber sur Paris. Mais cette fois, elle n'était plus un châtiment. Elle était une bénédiction. Lavant les cicatrices pour révéler la chair neuve de leur amour. Dans la ville des Lumières, deux cœurs battants à l'unisson défiaient les ombres, prouvant que même les abandons les plus cruels pouvaient fleurir en jardins éternels. Les premiers mois après leur baiser sous la pluie des buttes Chaumont furent un vertige de découverte et de crainte. Romain, à 22 ans, naviguait entre l'euphorie d'un amour enfin nommé et la peur viscérale d'un nouveau rejet. Thomas, avec sa prudence d'homme mûr, mesurait chaque geste, chaque caresse, comme un horloger ajustant un mécanisme délicat. Leur hôtel particulier devint un sanctuaire, les domestiques, discrets et loyaux, feignaient l'ignorance. Et les rideaux de velours isolaient leur nuit de murmures extérieurs. Pourtant, la trahison d'Alexandre laissait des échardes. Romain se réveillait en sursaut, hanté par des rêves où des mains possessives l'enserraient, où des lèvres menteuses promettaient l'éternité. Il n'était qu'un mirage, lui assurait Thomas au petit matin, ses doigts traçant des cercles apaisants sur le dos nu de Romain. Mais les doutes persistaient, empoisonnant les moments de tendresse. Lors d'un week-end à Giverny, dans la maison de campagne de Thomas, Romain explosa. « Et toi? As-tu des secrets? Des amants que tu caches dans tes voyages d'affaires ?» Thomas, peignant un paysage de nénuphars sous le soleil normand, posa son pinceau. « Mon seul secret, c'était toi. Avant ce soir pluvieux. Maintenant, tout est à nu. » Cette vulnérabilité forgea leur lien. Ils parlèrent des heures durant, allongés sur l'herbe humide, évoquant les fantômes du passé. Thomas confessa son mariage arrangé, une union avec Claire, une beauté éthérée issue d'une famille de banquiers lyonnais, qui avait duré 10 ans dans une comédie de silence et de convention. Elle savait. Admit-il, les yeux perdus dans les reflets du bassin de Monet. Et elle m'a pardonné, en mourant d'un cancer trop tôt. Romain, ému, posa sa tête sur le torse de Thomas, écoutant le rythme saccadé d'un cœur qui avait aimé en cachette. De retour à Paris, la vie reprit son cours, mais avec une intensité nouvelle.
Romain s'immergea dans ses études aux Beaux-Arts. Ses toiles se chargeant d'une charge émotionnelle qui captivait ses professeurs. Une série de portraits des silhouettes androgynes baignées de lumière crépusculaire fut sélectionnée pour une exposition étudiante au Centre Pompidou. Thomas, fier en retrait, assista à la vernissage incognito. Son cœur gonflait en voyant Romain rayonner sous les spots. Un verre de vin à la main. Entouré d'admirateurs. C'est là que l'ombre d'Alexandre ressurgit. Non comme un fantôme vengeur, mais comme un suppliant brisé. Il s'approcha de Romain dans un coin sombre de la galerie. Les yeux rougis par l'alcool et les regrets. « J'ai tout gâché. » balbutia-t-il. Sa voix rauque et raflée par des nuits trop longues. « Mais je t'aime encore. Laisse-moi réparer. » Romain, le ventre noué, revit les backrooms enfumés. Les mensonges susurrés. « Tu m'as trahi, Alexandre. Et dans cette trahison, tu m'as libéré. » Il tourna les talons, rejoignant Thomas qui l'attendait près d'une sculpture de Giacometti. Élongatait des fragiles comme leur propre histoire. Pourtant, le vrai conflit couvait ailleurs, dans les cercles fermés de la famille de Thomas. Son frère aîné, Henri, un notaire rigide de Bordeaux, apprit la nature de leur relation par un ragot filtré lors du gala d'Orsay. Une lettre arriva bientôt, cachetée de cire rouge, exigeant une rencontre. « Tu déshonores le nom de Beaumont », écrivait Henri. Ces mots trempés d'un catholicisme intransigeant hérité de leur père. Thomas, lisant la missive à la table du petit déjeuner, froissa le papier d'une main tremblante. « Ils ne comprendront jamais, » murmura-t-il. Romain, sentant la tourmente, insista pour accompagner Thomas à Bordeaux. Le voyage en TGV fut silencieux. Les paysages de vignes défilant comme des souvenirs flous. La propriété familiale. Un château du XVIIIe siècle aux murs couverts de lierre. Les accueillit comme un tribunal. Henri, grand et sec comme un CEP de vigne, les reçut dans la bibliothèque au rayonnage sombre. Sa femme, une blonde fade aux perles discrètes, se tordait les mains en retrait. C'est contre nature. Thomas, tonna Henri, son accent gascon roulant comme un reproche. Et adopter un garçon pour ça, c'est du scandale. Thomas se leva, sa stature imposante emplissant la pièce. Contre nature? L'amour n'a pas de genre? Henri. Et Romain n'est pas un garçon, il est mon égal. Mon partenaire. Si vous ne pouvez l'accepter, alors adieu la famille. Romain, le cœur battant, serra la main de Thomas sous la table. Un geste de solidarité muette. Henri blêmit, invoquant l'héritage, les traditions. Mais ses arguments sonnaient creux face à la conviction tranquille de son frère. La confrontation se termina dans un malaise palpable, pas de réconciliation. Mais une porte entr'ouverte, forcée par le silence éloquent de Romain. De retour à Paris, cet épisode les unit davantage. Ils célébrèrent par un dîner intime autour d'argent, surplombant la cathédrale Notre-Dame illuminée. Au dessert, une île flottante aérienne comme leur bonheur. Thomas glissa une bague au doigt de Romain, un anneau d'or blanc serti d'un saphir bleu. Symbole discret de leur engagement. Pas un mariage, précisa-t-il avec un sourire espiègle. Mais une promesse. Romain, les larmes aux yeux, l'embrassa là, sous les regards complices des serveurs, scellant leur pacte dans le velours de la nuit parisienne. Mais la vie, impitoyable architecte, réservait encore des épreuves. Romain, absorbé par une commande prestigieuse, un mural pour un hôtel de la place Vendôme, négligea les signes, les migraines de Thomas. D'abord attribué au stress d'un projet immobilier à la Défense. Lors d'une visite chez le médecin,
Le verdict tomba comme un coup près, un lymphome. Stade précoce. Mais agressif. Thomas. Stoïque. Garda le secret d'abord, ne le révélant à Romain que lors d'une promenade aux Tuileries. Les marronniers en fleurs masquant mal son pâleur. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit » s'écria Romain. La voix brisée par la panique. Ils s'assirent sur un banc, face à la Louvre-pyramide scintillant. Thomas prit sa main. Ses veines saillantes sous la peau fine. « Pour ne pas t'effrayer. Nous avons déjà tant perdu. Mais ensemble, nous vaincrons ça. » Les semaines suivantes furent un balai de chimio et de tendresse. Romain annula ses deadlines. Dormant à l'hôpital Necker. Lisant à voix haute des passages de Proust pour distraire Thomas des nausées. Leur amour, mis à l'épreuve, se révéla plus fort que la maladie. Un baume sur les plaies invisibles. Au milieu de cette tourmente, une lueur inattendue, la comtesse Élisabeth, vieille amie de Thomas, offrit son soutien financier pour les meilleurs traitements à l'Institut Curie. L'amour vrai est une révolution. Mes chéris, dit-elle lors d'une visite. Ses colliers de perles tintant comme des rires. Son intervention, couplée à la résilience de Thomas, fit reculer les ombres. Après 6 mois de combat, les scanners montrèrent une rémission complète. Romain, épuisé mais rayonnant, organisa une fête surprise dans leur jardin, guirlande lumineuse, jazz manouche live, et un gâteau aux amandes en forme de dragon, clin d'œil au livre d'enfance de Romain. Pourtant, la maladie avait creusé des sillons. Thomas, affaibli, doutait de son rôle. Suis-je encore l'homme que tu aimes? Ou un fardeau? Romain, agenouillé devant lui un soir d'été, répondit par un baiser fervent, tu es mon sauveur, mon amant, mon tout. Et je ne te lâcherai jamais. Ces mots, prononcés sous les étoiles filtrant à travers les platanes, marquèrent un renouveau. Ils décidèrent de voyager, un périple en Italie. Des oliveraies de Toscane aux canaux de Venise, où l'amour se déclina en murmures italiens et en étreintes paresseuses. À Paris, Romain lança sa première exposition solo dans une galerie du Marais, intitulée « Ombre et lumière ». Les critiques s'enthousiasmèrent, un talent brut, forgé dans le feu de l'intime, écrivit Le Monde. Thomas, fier ombre en retrait, vit dans ses toiles leur histoire, le banc pluvieux, les vignes bordelaises, les lits d'hôpital transfigurés en jardin. Alexandre, apprenant la nouvelle, envoya une lettre d'excuse anonyme. Mais Romain la brûla sans la lire, choisissant le pardon silencieux. Leur quotidien s'enrichit de rituels, matin café au lait sur le balcon, après-midi à flâner aux puces de Saint-Ouen, soir où Thomas cuisinait des magrets de canard, Romain dessinant à ses côtés. La famille d'Henri, adoucie par le temps, envoya une carte pour Noël. Un pas timide vers la paix. Et Romain, enfin, écrivit une lettre à ses parents biologiques. Non pour pardonner, mais pour clore, j'ai trouvé ma famille ailleurs. Soyez en paix. Ainsi, dans le tissu de la vie parisienne, leur amour tissait une tapisserie résiliente. Fil après fil, défiant les tempêtes pour embrasser la lumière. L'été suivant leur voyage italien, une faille subtile apparut. Invisible d'abord comme une fissure dans un vase de porcelaine. Romain, propulsé par le succès de son exposition, fut invité à une résidence artistique à New York, un rêve d'artiste. 3 mois dans un loft de Brooklyn avec vue sur l'East River. Thomas encouragea l'idée, masquant son appréhension derrière un sourire, va. Mon amour. Le monde t'attend. Mais au fond de lui, l'écho des absences passées ou les tournées d'affaires qu'il avait isolées jadis résonnait comme un avertissement. Romain partit avec un pincement au cœur.
L'aéroport Charles de Gaulle se muant en portail vers l'inconnu. New York l'engloutit, ses rues frénétiques. Ses galeries branchées de Chelsea. Ces nuits où l'art et la vie se confondaient en un chaos exaltant. Il rencontra Luca. Un sculpteur italo-américain aux mains calleuses et au rire contagieux. Lors d'un vernissage au MoMA. Luca, avec son accent chantant et ses idées radicales sur l'amour libre, devint un confident, discussions arrosées de Manhattan sur les toits. Esquisses partagées jusqu'à l'aube. Rien de physique. Au début au juste une étincelle d'amitié dans la solitude de l'exil. Thomas. À Paris. Comblait le vide par le travail. Son projet à la Défense avançait. Tours de verre s'élevant comme des sentinelles modernes. Mais les appels nocturnes de Romain, entrecoupés de fuseaux horaires, sonnaient faux, des silences gênés. Des rires forcés. Une nuit. Fouillant par inadvertance le téléphone de Romain laissé sur la table de chevet lors d'une visite éclair, Thomas trouva des messages, « Tu me manques. Mais ici c'est magique. » Lucas dit que l'amour ne devrait pas être une chaîne. La jalousie. Ce vieux serpent se réveilla. Venimeuse. Il n'en parla pas lors du retour de Romain, préférant enterrer le doute sous des dîners somptueux et des escapades à Deauville. Mais la graine était semée. Romain, sentant la tension, s'éloigna imperceptiblement, plus d'heures en studio. Moins de confidences. Lors d'une fête privée dans une péniche sur la Seine, il dansa avec un collectionneur anglais, ses hanches ondulant sous les lumières stroboscopiques. Thomas, observant de loin, sentit un vide s'ouvrir en lui, béant comme la mer lors d'une tempête. Le point de rupture vint lors d'une dispute anodine, un retard de Romain à un dîner d'anniversaire, causé par une session photo avec Lucas, qui avait prolongé son séjour à Paris. « Tu passes plus de temps avec lui qu'avec moi », explosa Thomas. Sa voix éraillée par la fatigue accumulée. Romain, sur la défensive, riposta, « Et toi ? Tu m'as encouragé à partir. Mais maintenant tu m'étouffes. Lucas est un ami. Rien de plus. Mais peut-être que tu ne me fais pas confiance. » Les mots, lancés comme des flèches, touchèrent leur cible. Thomas, blessé, se retraita dans son bureau. Une bouteille de cognac arménien pour compagne. Les jours suivants furent un purgatoire de silence. Romain, rongé par la culpabilité, chercha réconfort auprès de Lucas lors d'un café au Procope. L'Italien, sentant la faille, posa une main sur son genou, « L'amour ne devrait pas faire mal. » Romain, viens avec moi à Berlin pour une expo. Juste pour respirer. La tentation. Sirène douce, murmura à l'oreille de Romain. Il accepta, prétextant un voyage professionnel à Thomas. Un mensonge qui glissa comme du miel empoisonné. À Berlin, sous les néons froids du Berghain et les murs tagués de Kreuzberg, Romain céda. Une nuit d'ivresse et de musique techno. Les lèvres de Lucas trouvèrent les siennes dans une alcôve sombre. Ce n'était pas de l'amour au juste un pansement sur une plaie ouverte. Une revanche contre la peur de l'étouffement. Mais au matin, dans la lumière crue filtrant par les volets, le regret le submergea. Il rentra à Paris par le premier train, le cœur lourd de trahison auto-infligée. Thomas l'attendait au salon. Une lettre à la main, des preuves envoyées par un ami commun. Photo floue d'un baiser volé. Pars. Si c'est ce que tu veux, dit-il d'une voix morte. Ses yeux bleus voilés de glace. Romain s'effondra à genoux, les sanglots secouant son corps. C'était une erreur. Thomas. Une nuit stupide. Je t'aime. Toi. Seulement toi. Mais les mots sonnaient creux. Écho d'une trahison miroir à celle d'Alexandre.
Le silence qui suivit dura des semaines. Thomas s'enferma dans son travail, déléguant les repas à la gouvernante. Romain, errant comme un fantôme dans les couloirs haussmanniens, peignit frénétiquement des toiles tourmentées. Éclaboussures de rouge et de noir évoquant des cœurs brisés. La nouvelle de leur crise filtra. Bien sûr, murmure dans les salons littéraires. Article voilé dans Télérama sur « Le couple maudit de Paris ». Henri, le frère de Thomas, appela même. Son ton paternaliste masquant une satisfaction mesquine, « Tu vois ? Je t'avais prévenu. » Pourtant, au cœur de cette nuit noire, une étincelle persista. Romain, lors d'une exposition solo à la FIAC, dédia une toile à Thomas, un portrait monumental. L'encre, montrant l'homme comme un phare dans la tempête, ancré dans un parc pluvieux. Thomas vint incognito, ému aux larmes par la foule qui applaudissait l'œuvre. Ce soir-là, il rentra seul à l'hôtel particulier. Mais Romain l'Y attendait. Une valise à ses pieds. Si tu me veux encore, je reste. Mais sans chaîne. Apprenons à nous faire confiance. Thomas, le cœur déchiré, l'embrassa enfin. Un baiser salé de larmes et de pardon. Reste, murmura-t-il. Nous réparons ça ensemble. Leur réconciliation fut lente. Thérapeutique, séance avec un conseiller conjugal dans un cabinet discret du VE arrondissement. Où ils dénouèrent les nœuds de jalousie et de peur. Lucas s'effaça gracieusement. Une lettre d'excuse arrivait par courrier. Et Romain bloqua son numéro, choisissant la fidélité comme un acte de foi. La crise, paradoxalement, les fortifia. Thomas, inspiré, lança une fondation pour artistes LGBTQ+ émergents, offrant des résidences gratuites à Paris. Romain en fut le parrain, sa voix amplifiant celle des oubliés. Ensemble, ils adoptèrent Espoir, le chien errant, qui devint le ciment joyeux de leur foyer, promenade matinale le long du canal Saint-Martin, où Thomas lançait une balle usée et Romain riait. Libre enfin. Un automne doux. Lors d'un pèlerinage au but de Chaumont, ils s'assirent sur leur banc, restauré par les soins de Thomas. La pluie fine recommença. Mais ils s'abritèrent sous un parapluie partagé. Souviens-toi de ce jour, dit Romain, sa main dans celle de Thomas. Un enfant brisé. Un homme solitaire. Et maintenant ? Thomas sourit. Ses rides comme des médailles. Deux âmes complètes. L'amour, c'est ça, transformer la douleur en force. Paris. Témoin indifférent. Continua son ballet éternel. Mais pour eux, la ville était un poème vivant. Rimé de baisers volés et de promesses tenues. L'hiver qui suivit leur réconciliation enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant les boulevards en tableaux impressionnistes figés. Romain et Thomas, ayant traversé le feu de la trahison mutuelle, émergèrent plus unis. Leurs cicatrices comme des tatouages secrets partagés. La fondation de Thomas prospérait, des ateliers dans un ancien entrepôt des Gobelins. Ou de jeunes talents enfants jetés à la rue. Artistes marginalisés ont trouvé voie et refuge. Romain y enseignait. Ses leçons sur la lumière et l'ombre puisant dans leur propre odyssée. Pourtant, le destin, ce farceur cruel, réservait un nouveau coup. Lors d'une collecte de fonds au palais de Tokyo, Thomas reçut un appel anonyme, une voix déformée l'informant d'une irrégularité dans l'adoption de Romain. Les papiers, forgés en hâte 12 ans plus tôt pour contourner les délais bureaucratiques, refaisaient surface via un employé véreux du tribunal. Scandale imminent. Menaça la voix. À moins que vous ne payiez. Thomas, pragmatique, régla la somme en silence. Mais le poison s'infiltra.
Le lendemain. Un article dans le Figaro titrait « L'héritier Beaumont impliqué dans une adoption douteuse. Les spéculations enflèrent, manipulation d'un mineur vulnérable. Abus de pouvoir. » Romain. Lisant l'édition en ligne lors d'un cours, sentit le sol se dérober. « C'est faux » hurla-t-il au téléphone. Sa voix brisée échoant dans l'atelier. Thomas. Au bureau. Encaissa les assauts, appel furieux d'Henri. Retrait de partenariats immobiliers. Le couple se replia. Forteresse assiégée. Les nuits devinrent des veillées anxieuses. Bercé par du Bach au piano au Romain. Maladroit mais passionné. Jouer pour apaiser Thomas. Nous sommes innocents. Insistait Romain. Mais le doute rongeait, et si les origines troubles de leur union les condamnaient? Un soir, lors d'une confrontation avec l'avocat de la famille, la vérité éclata, Henri. Motivé par une jalousie fraternelle et un désir d'héritage, avait orchestré la fuite des documents. Pour ton bien. Thomas. Plaida-t-il au téléphone. Sa voix tremblante de faux semblants. La trahison familiale frappa plus durement que celle d'un amant. Thomas. Brisé. Confina au lit. Refusant nourriture et lumière. Romain. Gardien farouche. Alerta la presse alliée, une interview exclusive dans Libération. Où il narra leur histoire sans phare, l'abandon. La découverte pluvieuse. L'amour forgé dans l'adversité. Ce n'est pas un scandale? Conclut-il. Les yeux dans l'objectif. C'est une renaissance. L'opinion publique, touchée par ce récit humain, bascula, pétition en ligne. Soutien de célébrités queer. Et un éditorial du Monde clamant « L'amour au-delà des papiers ». Henri, acculé, se rétracta publiquement. Une excuse larmoyante diffusée sur France Inter. Les charges furent abandonnées. Mais les dommages collatéraux persistaient, la fondation vacilla. Des mécènes se retirant par prudence. Thomas. Se relevant comme un phénix. Réinvesti personnellement. Transformant la crise en opportunité. Montrons-leur. Dit-il à Romain lors d'une assemblée générale. Sa main serrant la sienne. L'amour vrai triomphe des mensonges. Au printemps. Une victoire inattendue, l'exposition de Romain à la Biennale de Venise. Invité d'honneur dans le pavillon français. Ses toiles ont un cycle intitulé « Racines brisées » captivèrent le monde. Thomas l'accompagna. Leur première sortie publique post-scandale. Main dans la main le long des canaux. Les flashs crépitèrent. Mais Romain, serein, déclara « Mon art est né d'un amour salvateur. Merci à l'homme qui m'a trouvé. » Les applaudissements roulèrent comme une vague, lavant les souillures médiatiques. De retour, leur intimité se renouvela. Une lune de miel tardive en Grèce. Il cycla d'où le bleu infini des mers rappelait les yeux de Thomas. Là, sous un olivier millénaire, Romain demanda « Épouse-moi. » Pas pour les lois, mais pour nous. Thomas, ému, accepta. Et ils célébrèrent par un rituel païen, vœux gravés sur une tablette de marbre. Jetés à la mer comme une offrande aux dieux oubliés. À Paris. La vie fleurit à nouveau. Espoir. Le chien. Accueillit un chiot adopté d'un refuge. Duo espiègle courant dans le jardin. La fondation rouvrit en fanfare. Avec Romain comme ambassadeur. Et Henri, repentant, visita enfin l'hôtel particulier, un dîner tendu. Mais scellé par un toast maladroit, à la famille. Sous toutes ses formes. Pourtant, le vrai test vint avec l'âge. Thomas, approchant la soixantaine, sentit les premiers signes du temps, arthrite aux mains qui l'empêchaient de peindre. Fatigue qui le clouait au lit. Romain, dans la fleur de la trentaine,
jonglait entre exposition internationale et soins tendres. Tu n'es pas un fardeau? Répétait-il, massant les épaules nouées de Thomas. Mais la peur de la perte planait. Ombre longue. Un jour d'automne. Lors d'une rétrospective au Grand Palais. Romain surprit Thomas en déclarant leur union lors du discours d'ouverture, « Cet homme m'a sauvé à 12 ans. Aujourd'hui, je le sauve à mon tour. » La salle ovationna. Et Thomas, aux premières loges, pleura ouvertement en larmes de joie. Rare et précieuse. Leur amour, ainsi proclamé, devint légende discrète, article dans The New Yorker sur « Le couple qui défia Paris ». Invitation à des sommets queer à San Francisco. Mais il restait ancré, matin au marché d'Aligre. Achat de fromage et de fleurs, soir à feuilleter des albums photos. Riant des clichés jaunis de l'enfance de Romain. Un soir d'hiver. Sous la neige rare qui saupoudrait les toits. Thomas murmura, « Si je pars le premier. Promets-moi de continuer à aimer. » Romain, serré contre lui, répondit, « Seulement si tu promets de m'attendre. » Leur baiser. Doux comme la première fois. C'est là cette alliance éternelle. Les années s'écoulèrent comme les eaux de la Seine. Inexorables et sereines. Thomas, malgré les assauts du temps, conserva une vitalité farouche, des traitements innovants à l'Institut Curie maintinrent le lymphome en respect. Et son esprit, aiguisé comme un vin vieilli, pilotait la fondation vers des sommets. Romain, devenu une figure majeure de l'art contemporain, exposa de Tokyo à Mexico, mais rentrait toujours à Paris, où leur hôtel particulier était un phare inaltérable. À 40 ans, Romain lança un projet ambitieux, un mémorial aux enfants abandonnés. Un jardin sculptural au Buttes-Chaumont. Au centre, un banc de bronze patiné. Gravé de la phrase, « Dans la pluie, l'espoir naît. » Thomas, lors de l'inauguration, prononça un discours émouvant, « Ce parc n'est pas seulement un lieu, c'est un commencement. » La foule, diverse et unie, applaudit sous un ciel clément. Et Romain, ému, embrassa Thomas publiquement, un geste simple, mais révolutionnaire dans la France encore frileuse. Leur couple, modèle discret, inspira des générations, atelier de la fondation formant des centaines de jeunes. Livre témoignages publiés sous pseudonyme. Henri, réconcilié pleinement, devint oncle putatif, visitant avec ses petits-enfants pour des Pâques provençaux. Et Espoir, vieilli mais fidèle, veillait sur le chiot devenu adulte. Symbole de lignée perpétuée. Pourtant, la fin, inévitable, s'annonça doucement. À 72 ans, Thomas souffrit d'une pneumonie traîtresse, aggravée par l'âge. Romain, alerte, le veilla à l'hôpital, lisant des extraits de Verlaine, tenant sa main diaphane. « Je ne regrette rien, » murmura Thomas un soir, ses yeux bleus encore vifs. « Sauf peut-être de ne pas t'avoir trouvé plus tôt. » Romain, les larmes coulant, répondit, « Tu m'as trouvé au bon moment. Et tu m'as rendu entier. » Thomas s'éteignit au lever du soleil. Paisiblement, la scène scintillant par la fenêtre comme un au revoir. Romain, dévasté, organisa des funérailles intimes, cercueil de chênes bordelais, musique de forêt, et une procession jusqu'au Buttes-Chaumont, où un arbre fut planté à la base du mémorial. Les mois suivants furent un brouillard de deuil. Romain erra dans l'hôtel particulier. Les échos de rires absents le hannant. Mais la vie, tenace, reprit, exposition posthume de Thomas. Mécène anonyme révélé. Et la fondation rebaptisée, Lumière de Beaumont. Un jeune artiste, un garçon de 14 ans jeté par sa famille à Lyon, frappa à la porte de Romain lors d'un atelier.
Ses yeux verts, miroir de son propre passé, ravivèrent la flamme. Romain l'accueillit. Non comme un sauveur, mais comme un frère d'âme. Des années plus tard, à 60 ans, Romain, cheveux grisonnants et cœur cicatrisé, s'assit sur le banc du mémorial. Une plaque discrète y était apposée, pour Thomas. Mon encre et ma lumière. Un couple passa, main dans la main, riant sous la pluie fine ou écho d'un autre temps. Romain sourit, l'appel envahissant. Leur histoire n'était pas une fin, mais un legs, preuve que l'amour, né des abysses, pouvait illuminer les ténèbres pour toujours. Dans la ville éternelle des amours impossibles, Romain sut que Thomas veillait, quelque part sous les étoiles parisiennes, fier et éternel.